Voilà. Donc, dernière personne que je vais introduire, Sonia Lavadino. Donc, Sonia Lavadino est une anthropologue urbaine et géographe. Elle est la fondatrice de Bifluide, qui est une entreprise spécialisée dans la recherche et la prospective en mobilité et développement territorial durable. Spécialiste internationalement reconnue de la marchabilité, Sonia était chercheuse associée au Centre de transport de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Elle a forgé son expérience dans des sociétés de conseil en mobilité comme le, tu m'excuseras, Bureau for Mobilitat à Berne, le Mobilidé à Genève, ainsi que l'Observatoire de la mobilité de l'Université de Genève et l'École normale supérieure de Lyon. Elle a aussi également en 2012 passé sa thèse intitulée « Le renouveau de la marche urbaine, terrain, acteurs et politique ». Elle a publié aussi de nombreux ouvrages, dont notamment « La marche plaisir » que nous vous conseillons, publié par le CEREMA, ou tout dernièrement « La ville relationnelle » qui va servir justement de fil conducteur à sa présentation et aussi un peu à l'animation qu'elle va faire des différents ateliers. Sonia ? Merci. Merci. Et donc, en effet, je reviens sur ce que vient de dire Jean-Michel, la question de comment faire de la place aux citoyens du futur, à tous ceux qui seront là en 2100. Les citoyens qui seront là en 2100 sont déjà nés. C'est les enfants du Covid. Ils ont aujourd'hui 1 année, 2 ans. Ils auront 80 ans. Ils seront encore vivants en 2100. Ils connaîtront, si vous avez des bébés là en ce moment, soit les vôtres, soit ceux de vos propres enfants. Ces enfants-là connaîtront tous les affres du changement climatique, connaîtront aussi toute la difficulté d'avoir hérité d'un siècle entier où nous avons essentiellement produit de la ville fonctionnelle. Ça, c'était tout le XXe siècle. Nous avons fait que produire de la ville fonctionnelle. Jusqu'au XIXe, nous étions encore beaucoup dans des villes relationnelles, mais notre civilisation thermo-industrielle a eu un autre effet, dont on parle peut-être moins souvent, qui est le détricotage de nos relations. Ça, on l'a tous sincèrement vachement constaté pendant la période Covid, à quel point c'était compliqué de maintenir le lien. Et c'est ce qui nous a inspiré, avec mes collègues, Pascal Lebrun-Cordier, qui est directeur du master d'urbanisme culturel à la Sorbonne, et Yves Wanquin, qui est d'ailleurs belge, professeur émérite à l'Université de Liège, à écrire ce livre qui s'appelle « La ville relationnelle », pour essayer de remettre l'église au milieu du village, remettre bien les points sur les i, sur pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est même plus que nécessaire. Aujourd'hui, je rappelle juste, c'est pas que je veux vous stresser, mais on est en 2023. Un quart de siècle s'est déjà écoulé par rapport au début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, on s'était promis que les choses allaient changer et qu'on allait aller plus vite et qu'on allait accélérer le mouvement pour sortir de cette parenthèse des 30 Glorieuses et de cette parenthèse des années 60 qui nous avait menés dans une impasse. Ça, on l'a su dès 1965. Donc, ce n'est pas comme si on n'était pas au courant du fait que choisir le paradigme de la vitesse, choisir le paradigme infrastructurel n'était peut-être pas la première chose à faire. Un bon exemple ici, ça vient de Copenhague, le Sanders Boulevard, peut-être certains d'entre vous l'ont en tête. C'est un endroit qui était précédemment une voie ferrée, qui ensuite est devenu une espèce de rocade interne semi-urbaine pleine de bagnoles, pleine de stationnements, et qui aujourd'hui est devenu un boulevard entier sur plusieurs kilomètres, avec une logique de parc linéaire, endroit vraiment fait pour accueillir les humains, avec ces logiques d'ailleurs très simples, on va dire ça comme ça, ici en face de l'église Absalon, qui n'est plus une église, mais qui est devenue un centre culturel et un centre d'accueil pour tout le quartier. Et donc cette logique finalement d'investir l'espace public avant tout pour nous-mêmes, notre nature biologique, notre corps en mouvement, pour nos enfants. Vous voyez qu'ici, il y a des enfants, ils sont partout, ils courent partout, ça se passe bien. Et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire en effet de le souligner. Un enfant a besoin de courir. C'est nécessaire pour son développement cognitif. Ce n'est pas juste pour pas qu'il soit gros. C'est parce que s'il ne court pas, il ne développe pas les neurones qu'il lui faut pour être un humain qui fonctionne bien quand il sera adulte. Aujourd'hui, nous sommes en train
d'élever des enfants à qui on paye des écoles privées pour qu'ils soient intelligents, et en même temps, on ne les laisse pas courir. Quelque chose ne va pas là dans cette histoire, vous voyez ? Dépenser beaucoup d'argent. Un enfant, en général, coûte pratiquement 1 million d'euros pour qu'il ait une formation universitaire, qu'il puisse être dans la société, qu'il puisse fonctionner. Et à côté de ce million d'euros, on n'est pas capable de faire les investissements qu'il faudrait et on n'est pas capable de mettre les priorités qu'il faudrait pour simplement permettre à ces enfants de se développer en bonne santé. Quelque chose ne va pas dans les choix sociétaux qu'on fait. Et donc, c'est nécessaire vraiment de prendre une autre orientation. Et on sait bien que la nature a horreur du vide et qu'il ne suffit pas de dire « sortons de la ville fonctionnelle ». Oui, d'accord, mais par quoi on va la remplacer? Comment on va faire? Et c'est dans ce sens-là que je vous propose ce nouveau paradigme. C'est réellement un nouveau paradigme. C'est un paradigme qui vise à dire on va faire autrement. Et on va faire autrement, et parfois ce sera dans la subtilité. Ici, un exemple à Nantes, un boulevard qui traverse l'île de Nantes. Ce n'est pas un petit boulevard, 30 000 véhicules jour. On est dans un flux de bagnoles qui est équivalent à une petite autoroute. Hein. C'est juste pour vous dire qu'on n'est pas dans une petite rue de quartier. Ça se voit, je pense, ne serait-ce qu'à la largeur de la chose. Et alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans cette démarche. La première chose, c'est qu'on a fait appel à un artiste pour penser autrement l'espace. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez dans nos sociétés, dans nos villes. On appelle encore beaucoup trop la seule participation des métiers techniques, qui sont évidemment extrêmement importants. Ici aussi, il y a eu évidemment des architectes, des urbanistes, des ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet. Mais le ton, le là, si je peux dire, a été donné par cet artiste, et vous verrez qu'il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Le premier, c'est évidemment les lignes de désir. On peut traverser ici les yeux fermés. On l'a fait, je ne dis pas ça juste pour rien, on l'a fait pour de vrai. Pascal a traversé les yeux fermés, j'ai filmé, j'ai constaté qu'il n'était pas mort, il est toujours vivant. Et puis, l'autre chose qui est intéressante aussi, vous le remarquerez peut-être pas du premier coup d'œil, mais c'est que cette route n'est pas droite. Elle n'est pas droite, ça ne se remarque pas tout de suite. Hein. D'habitude, on regarde beaucoup le plateau, on regarde beaucoup. Mais en fait, le fort de cet aménagement, c'est le fait qu'il a réinterrogé la question de la linéarité, la question de la vitesse. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument faire des choses qui ne sont pas faites pour les humains, alors qu'on sait que les humains préfèrent les aménagements organiques, on sait que les humains préfèrent les lignes de désir qui vont en diagonale, et on continue à aménager une ville qui contrecarre constamment la façon biologique que nous avons d'être. Hein. Mais l'ère des machines, peut-être avec un peu de chance, peut-être aussi pour d'autres raisons qui ne sont pas dans notre maîtrise totale, hein, la question de la maîtrise énergétique, la question de la frugalité, la question de la sobriété, va devoir être interrogée. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est de savoir vers quoi on peut aller. Ça marche une fois sur deux, c'est pas... Peut-être que quelqu'un peut m'aider là-haut. Oui, merci. Donc ça, c'est le livre. Je passe, on y reviendra. Vous pouvez le commander ici si vous le souhaitez. L'idée, c'est qu'on parle de ces 7 figures de ville. La ville, juste pour récapitulation, lesquelles sont-elles? Donc on va démarrer par la ville de la rencontre, la ville du dehors, la ville amie de toutes les générations, la ville du faire et du tiers solidaire, la ville de la surprise, la ville comestible et commensale. C'est une nouvelle ville qui prend son essor et qui vraiment, je pense, a beaucoup de potentialité dans le futur parce qu'elle est attachée à la ville nourricière et puis à la question plus globale de l'alimentation. Comme vous le savez, c'est une vraie question. Et puis la ville du temps libre, la ville de la nuit et du week-end. Alors évidemment, la ville de la rencontre, c'est celle qu'on a tous en tête. Alors quand je dis ville, c'est un raccourci pour parler des territoires, pour parler aussi de centralité rurale, de petits bourgs. Hein. Moi, je viens de Suisse, et en Suisse, on est passé de 3000 communes à 2000 communes, parce qu'on a quand même fusionné tout un tas de communes au cours du dernier siècle, et particulièrement de ce siècle-ci. Mais on a quand même encore des tas de communes, évidemment, comme vous aussi. Hein. Et donc, les échelles locales sont très importantes en Suisse, d'autant plus qu'avec le principe de subsidiarité, elles sont encore plus importantes. La Suisse se considère encore comme un pays d'ID, bien que la plupart des gens ne vivent pas forcément avec des voisins, ayant des voisins-voisines comme vaches, ce n'est pas forcément le cas. On est un pays urbain, largement. On est 75% de personnes habitent en milieu urbain, 82% de personnes travaillent en milieu urbain. Pour autant, l'imaginaire en Suisse, c'est que, et ce n'est pas complètement uniquement un imaginaire, on est intégré dans cette nature, dans les Alpes, dans les vallées, et en effet, beaucoup de gens habitent dans des
petites villes. J'entends par là que la Suisse n'a que 6 villes qui sont au-dessus de 100 000 habitants, et vous les connaissez sans doute, Genève, Zurich, Berne, Bâle, etc. Ça, c'est les villes qu'on connaît. Il y a une bonne raison pour laquelle vous ne connaissez pas les autres villes, c'est parce qu'elles sont toutes petites. Hein. Les autres villes font 40 000 habitants, 30 000 habitants, et il y en a une centaine, mais elles sont moins connues. Peut-être vous connaissez Lucerne, c'est une ville un peu plus connue, mais Lucerne a 40 000 habitants, et c'est un peu la moyenne des grandes villes suisses, c'est 30 000, 40 000 habitants. Et ensuite, on tombe à 10 000 habitants. C'est chez nous la marge pour être une ville. Et puis, en dessous de ça, on a évidemment des tas de bourgs, des tas de petits villages. Et c'est intéressant de constater que chez nous, ce n'est pas une fatalité d'habiter dans un village. Ce n'est pas une fatalité d'habiter dans le rural. Ce n'est pas parce que vous habitez dans le rural ou que vous habitez un petit village de moins de 10 000 habitants. Moi, par exemple, j'habite Zeedorf, c'est un village qui a 2034 habitants. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'on est obligé d'avoir une voiture. Et ça, je pense que c'est nécessaire de le souligner. Et je le dis d'emblée à vous tous qui travaillez sur la question de la ruralité, qu'on peut être multimodal aussi en rural, et qu'on peut travailler autrement en rural, et qu'on peut globalement bouger autrement en rural. Et ce sera intéressant qu'on en discute, et on va pas mal en discuter aujourd'hui. Donc cette ville de la rencontre, c'est un peu la ville classique, la ville des rues commerçantes, la ville du centre-ville, cette ville-là. On a bien vu qu'il a fallu, quand cette ville a été fermée pendant la période Covid, on a bien vu qu'il a fallu faire autrement pour réinventer nos sociabilités, pour faire en sorte qu'on soit encore en lien. Et ça, ce sera intéressant d'en discuter. Il y a des choses qui sont des fondamentaux chez les humains. La première chose, évidemment, c'est boire et manger. Ça, vous savez que ça, depuis l'invention du feu, donc bien avant Homo sapiens. Hein, je rappelle que le feu a été inventé par les Australopithèques, donc sincèrement, bien avant nous, le feu était déjà là, chez nos ancêtres, à l'époque moins humains que nous, on va dire ça comme ça. Donc c'est juste pour vous dire à quel point les sociabilités, le fait d'être ensemble, de partager un moment autour du feu, autour du repas, ça a toujours été un truc super fort. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui nous est très cher, très indispensable. Hein. Donc je dirais qu'au-delà de la question de comment on fait pour maintenir un centre-ville ouvert, la vraie grande question, c'est comment on fait pour assurer qu'il y ait de la présence humaine dans un centre-ville. Donc quand vous travaillez sur la question des commerces, la question de la vitalité commerciale, on verra tout à l'heure mon collègue Mathieu Chassainet qui va parler de ça, ayez toujours en tête que oui, les commerces, c'est un moyen, mais que la raison pour laquelle les gens viennent en ville, c'est parce qu'ils veulent voir d'autres gens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et si vous ne donnez pas aux gens la possibilité de voir d'autres gens, ils ne viendront pas en ville, quelle que soit la qualité de vos commerces par ailleurs, quelle que soit la qualité des espaces que vous proposez par ailleurs. Donc la première chose toujours à faire quand vous faites des investissements en ville, quelle que soit la ville, et même si c'est des tout petits bourgs, c'est d'investir dans la présence humaine. Comment je vais donner à voir les gens, comment je vais faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Peut-être on peut passer à la deuxième figure. Je suis désolé, vraiment, ça ne marche pas. Là où je n'appuie pas dans le bon endroit. La ville du dehors. Ça, c'est une question qui est essentielle. Comment on fait pour être dans cette ville-là? Ça, c'est au cœur vraiment de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en travaillant sur les modes actifs, en travaillant sur la marche, en travaillant sur le vélo. J'aimerais mettre 2-3 points dans vos esprits. Le premier point, c'est que la mobilité, c'est quand même 7 à 10 ans de notre vie, en fonction du temps qu'on passe par jour dédié au déplacement. 7 à 8 ans de notre vie, c'est quand même un demi-mariage. Voire pour ceux qui divorcent vite, c'est déjà un mariage entier. Donc j'entends par là que ce n'est pas négligeable. On investit beaucoup de temps dans la mobilité et on mériterait, je pense, tous autant qu'on est, d'avoir plus de qualité dans nos mobilités, d'avoir plus de qualité dans notre texture du trajet. À quoi ça sert ou comment je me déplace, ça c'est une chose. Mais la qualité de ce moment, alors que j'investis autant d'années de ma vie à bouger, devrait être au cœur de nos préoccupations. Donc cette question de la texture du trajet et comment je mets en contact les gens avec la ville du dehors. Parce que je signale qu'on a donc passé tout le XXe siècle à essayer de convaincre les gens que c'était mieux la ville du dedans. D'ailleurs ici c'est un bon exemple, on est tous dedans là. Il faut dire que vu la pluie d'hier, peut-être que c'est une bonne idée. Mais je veux dire que globalement, on ne passe pas assez de temps dehors. Alors qu'on sait
que c'est extrêmement indispensable, y compris pour notre cerveau, qu'on passe du temps dehors, vient de sortir une étude qui montre que ça ne sert à rien que vous alliez au fitness à l'intérieur, parce qu'en fait, votre cerveau, notamment pour Alzheimer, ça marche nettement mieux quand vous courez dehors, ou que vous faites du vélo dehors, ou que vous êtes tout simplement, même à la limite, lire dehors, c'est mieux pour votre cerveau que d'aller courir sur ces espèces de tapis à l'intérieur, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est important qu'on soit dehors, et à quel point c'est essentiel qu'on passe plus de temps dehors, y compris si c'est un élément, j'ai exprès mis ici une photo extrêmement minérale, dans laquelle il y a 0 arbre. C'était juste pour vous dire que, mine de rien, le simple fait qu'on puisse mettre les pieds dans l'eau, ça change quelque chose dans notre façon, y compris dans nos hormones, y compris dans la façon dont, du coup, on peut être ensemble. Donc ça, c'est un exemple qui vient de Lucerne, qui est vraiment là où l'art sort du lac, et on a la possibilité de se mettre dehors. Et c'est ça qui est intéressant, et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Où qu'on soit, il faut être dehors. L'autre question, évidemment, qui est très essentielle, c'est cette question de la ville amie de toutes les générations. Alors, pourquoi on dit qu'elle est essentielle? Elle a toujours été essentielle, cette question intergénérationnelle, mais je vous dirais qu'elle est, ce siècle-ci, beaucoup plus essentielle que d'autres siècles. Pour une raison simple, c'est que nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Vous avez vu la reine-mère d'Angleterre, hein, ce pauvre prince Charles, hein, qui était quand même déjà avec des cheveux blancs, il avait déjà, je sais pas, presque 80 balais, quoi. C'est que maintenant qu'il devient roi, c'est terrible, quoi. À une époque, les rois, les reines mouraient plus vite, et donc vous pouviez vaguement être roi, quoi. Maintenant, vous êtes presque mort vous-même, que vous ne pouvez pas être roi. Ça, c'est un problème de succession qui, d'ailleurs, nous mène beaucoup à avoir beaucoup de problèmes pour encore acheter des maisons, parce que, soi-disant, c'était pour nos enfants, mais en fait, même nos petits-enfants, puis d'ailleurs, ils partent justement au Costa Rica à sauver les chauves-souris, ils n'en veulent plus de votre baraque, enfin bref. C'est compliqué, quoi. Donc on a un vrai problème lié à cette question, on va dire, de succession. Mais surtout aussi, il faut dire, nos enfants non plus ne meurent pas. Je vous assure que c'est un miracle, parce que jusqu'au début du XXe siècle, la plupart des enfants qu'on avait mouraient, mouraient dans la première année, mouraient dans les 5 ans, et donc vous n'aviez jamais l'occasion de connaître des petits-enfants, tout simplement parce que vos propres enfants n'avaient pas d'enfants vu qu'ils étaient morts. Donc, en fait, on avait un problème global de, on va dire, cohabitation, au sens que on n'avait pas, entre guillemets, assez de gens sur Terre. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on a des tas de gens sur Terre, personne ne meurt, ou presque, enfin, il y a quelques-uns qui meurent de temps en temps, mais je veux dire, ils font des efforts, ils boivent de l'alcool, fument, mangent trop, hein, c'est clair, on fait tous des efforts, les Américains en particulier font beaucoup d'efforts pour mourir avant les autres, mais j'entends par là que globalement, quand même, on vit beaucoup. Et donc ça fait qu'on est dans des villes où les échevins ont des problèmes qu'ils n'avaient jamais eu avant, qui est que la petite mémé qui a déjà 80 balais, elle se plaint du bruit que font les générations nouvelles, avec ces jeunes qui sont là. Ben oui, avant la petite mémé serait morte, donc elle ne se serait pas plainte. Avant, vous voyez, il y a un problème comme ça qui est un problème de cohabitation intergénérationnelle. On n'a jamais eu sur Terre, comme maintenant, 4-5 générations sur le même toit. C'est pas forcément qu'ils vivent au même endroit, peut-être heureusement d'ailleurs, mais la question c'est plutôt qu'ils vivent sur Terre au même moment. Donc comment on fait pour rendre ces villes plus agréables, pour faire cohabiter ces générations qui sont si différentes? Il y a quand même presque un siècle entre la première génération et celle qui vient de naître, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, avoir cette élasticité-là générationnelle, c'est vraiment un truc ardu pour les villes, et je vous félicite d'ailleurs d'essayer de tenter de résoudre cette problématique. Elle est beaucoup plus importante que ce qu'on croit, et les questions de justice intergénérationnelle et les questions de vraiment acceptabilité intergénérationnelle sont très importantes à l'époque où on vit, plus que dans d'autres siècles, je dirais. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Ça, c'est une slide qui est intéressante. C'est une ville qui est émergente. C'est la ville, on va dire, un peu bottom-up. C'est la ville, beaucoup d'entre vous, je suis sûr, dans cette salle, appartiennent à cette ville. C'est la ville des assos, c'est la ville de la société civile, c'est la ville de tous les gens de l'informel qui se mettent ensemble pour essayer de changer la société dans d'autres directions. Et cette ville-là, qui a aujourd'hui le vent en poupe, et je dois dire, elle est très active dans la plupart des pays européens, mais aussi dans le monde. Moi, je travaille beaucoup en Amérique latine, on voit que même en Asie, qui traditionnellement n'était pas là-dedans, sont de plus en plus dans ces mouvances-là.
Et c'est une ville à laquelle je crois beaucoup parce qu'elle permet d'expérimenter, elle permet d'essayer de voir d'autres lumières au bout d'autres tunnels, si je peux dire, pour qu'on puisse s'en sortir d'une autre façon. Et donc c'est une ville à encourager, je vous encourage à pouvoir le faire. Donc on va passer au slide suivant et comme ça on sera dans cette fameuse ville de la surprise. J'en ai montré un exemple au tout début de mon talk sur la question de comment une vision artistique ou une vision culturelle peut changer la donne. De toute façon, vous le savez, nous sommes fondamentalement des êtres culturels et il ne sert pas à grand-chose d'essayer de changer fonctionnellement les choses si on n'accompagne pas ça par un changement de notre culture. Et ça, c'est vraiment important que le changement de notre culture aille dans cette direction d'une mobilité plus vertueuse, plus frugale, plus aussi quelque part meilleure pour notre santé. La façon de faire ça va avec cette idée de changer la mobilité plaisir. J'insiste vraiment là-dessus parce que je vois trop d'entre vous, que vous soyez aux manettes des collectivités ou aux manettes des assos, défendre des choses comme le motif travail, la fluidité en heure de pointe, les questions liées à comment je fais pour pouvoir accéder aux écoles. Tout ça est très bien, évidemment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je vous dis la chose suivante. Quand vous voulez aller vous balader au bord de la mer, quand vous voulez aller en Espagne ou je ne sais pas où, quand vous voulez faire un truc le week-end, quand vous voulez aller dîner chez vos amis, quand vous voulez aller au cinéma, quand vous voulez aller au théâtre, quand vous voulez aller dîner au resto, toute chose que vous faites le soir, toute chose que vous faites le week-end, étant donné qu'on travaille beaucoup moins là-dessus, ces choses restent encore le domaine de la voiture. Et elles resteront encore longtemps le domaine de la voiture si vous prenez pas à bras-le-corps la question de la mobilité plaisir, la mobilité du soir, la mobilité du temps libre, la mobilité de l'accompagnement, la mobilité du sport. Et vous le voyez bien dans les pubs aujourd'hui. Prenez une pub voiture, il y aura dessus un vélo. Ça se trouve, il est électrique dans la pub. Il y aura dessus le kayak, il y aura dessus les enfants, la promenade en forêt, bagnole. Et ils le savent bien, les gens qui vous vendent des voitures. Ils le savent bien que ce n'est pas en ville maintenant qu'il faut qu'ils vendent des voitures, que ce n'est pas pour le travail qu'il faut qu'ils vendent des voitures. Ça, ils l'ont bien compris. Et vous n'avez rien vu venir et vous n'avez pas essayé de comprendre qu'aujourd'hui, la bataille culturelle, elle est sur les loisirs. Et nous, en Suisse, on a mis ça maintenant comme axe principal d'ici 2040. Notre mobilité, y compris transport public, sera essentiellement vouée à aller récupérer des parts modales dans la mobilité de loisirs. Nous, en Suisse, croyez-moi, du point de vue de quelqu'un qui vit dans un pays où on a tout fait by the book, ce qu'il fallait faire pour changer les parts modales. En Suisse, nous sommes aujourd'hui à 22% de part modale de transport public pour le pays en entier, avec évidemment des villes où il y a plus et des campagnes où il y a moins, mais globalement quand même un excellent score. Et on stagne. On met des milliards. Chaque année, on met 5 milliards par an dans la politique FIFE pour développer nos trains, développer nos transports publics. Une votation qui a été acceptée par le peuple. Moi-même, j'ai voté pour, il y a de ça peut-être 7-8 ans. Et donc, 5 milliards par an et on stagne. Ça fait 10 ans qu'on ne gagne pas un point de part modale. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce qu'on ne s'attaque pas à la mobilité des loisirs. Et donc maintenant, c'est ça qu'on va faire. Moi, je vous conseille, c'est juste un conseil, que vous ne perdiez pas de temps et que vous vous y attaquez dès à présent, parce que c'est ça qui va faire la vraie bascule. Donc, utilisez cette culture, cet élément culturel, cet élément du temps libre, cet élément de comment on peut faire évoluer les imaginaires, c'est vraiment autour de ça. Du coup, je veux bien la slide suivante, qui est sur la ville comestible. Alors, ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que, je vous ai dit précédemment, les humains, ce qui est puissant chez eux, ça, je pense que personne ne me contredira, c'est boire et manger. Si je vous dis, on va manger une glace, on va boire un café, je suis sûr, vous me dites tous oui. Si je vous dis, c'est maintenant la pause, vous me dites tous oui. Parfait, la pause. Alors, vous venez de boire un café, mais c'est parfait quand même. Donc, on est bien dans cette logique, et donc la logique serait comment on peut faire pour à la fois
intégrer mieux ces questions de circuits courts, d'autonomie alimentaire et ces questions-là. Aussi, comment on peut faire pour qu'on puisse générer finalement beaucoup plus de sociabilité de proximité. Ici, un bon exemple qui est à l'entrée du centre-ville historique de Nantes. Vous avez de ce côté-là le centre-ville commerçant historique. Ici, vous avez plein de quartiers de bureaux, l'hôpital, l'université. Et donc, ici, c'est un peu un nœud qui est entre les deux quartiers, vraiment ce qu'on appelle les lisières interquartiers. Et typiquement ici, avant, il y avait des voitures qui étaient stationnées là. Ceci était un ex-stationnement dont on a fait maintenant un parking prévenant. Il y a une partie encore un peu plus loin qui reste dédiée aux voitures, mais ici, toute cette partie a été remodifiée et puis on y a installé des vergers, des comestibles, des tables de pique-nique, etc. Et c'est un endroit qui marche du tonnerre. Les gens viennent beaucoup ici, soit avant d'aller faire leurs courses ou après avoir été faire des courses, soit ceux qui font des pauses, ceux qui travaillent, les étudiants, etc. Donc on voit qu'il y a là un moment de convergence. Tous les publics peuvent être là. Moi, je vous conseille de vérifier dans vos villes. Vous pouvez vraiment faire feu de tout bois. Il y a des tas d'endroits qui pourraient devenir comestibles, qui pourraient devenir commensaux. Comment on peut faire pour essayer d'amener ça de façon plus présente dans nos villes? Et puis enfin, la dernière figure de ville, qui est la figure de ville, si vous pouvez changer de slide, la figure de ville du temps libre. Cette figure, elle est très importante. Elle est d'ailleurs d'autant plus importante qu'il faut incorporer un facteur dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est super important, qui est la question du temps qui passe. 2-3 chiffres pour qu'on soit au clair. La première question, c'est que la pénurie qu'on a tous, ce n'est pas une pénurie d'argent. On a une pénurie de temps. Rendez-vous compte que quand un enfant naît, il ne dispose que de 4000 week-ends à la naissance. Je ne sais pas à vous, mais moi, personnellement, ça, je ne sais pas. Et pourtant, il vit longtemps, l'enfant. Hein. 4000 week-ends, ça, c'est en moyenne quand on vit 80 ans. Ça veut dire aussi que je peux difficilement me dire que je vais du coup consacrer la moitié de ces week-ends à aller faire des courses dans un centre commercial en périphérie, quoi. Enfin, moi, personnellement, je n'aurais pas envie de faire ça. Il faudrait vraiment qu'on ait une autre façon de gérer notre temps libre, mais notamment une autre façon de considérer la question de quand est-ce que j'utilise mon temps libre. Parce que dans l'absolu, tous les jours, j'ai du temps libre. J'ai un peu de temps libre avant d'aller au travail ou à l'école, j'ai un peu de temps libre à midi, j'ai un peu de temps libre après le travail ou l'école, j'ai un peu de temps libre le soir. Simplement, ces temps libres sont très fragmentés et puis on ne les voit pas beaucoup et donc du coup, on les laisse un peu s'évaporer comme ça. Ici, on a un exemple de Montpellier qui montre que c'est à la jonction de 2 tramways. Vous avez un arrêt de tramway qui est un peu plus avant, un arrêt de tramway qui est un peu plus là-bas. Ici, vous avez cet endroit qui est là aussi entre 2 quartiers, dans lequel il y a finalement un petit dispositif qui n'est pas très compliqué à faire. Vous avez 3 arbres, vous avez une petite fontaine minuscule, vous avez vu, il y a juste 3 jets, vous avez 3-4 bancs, vous avez surtout tous les ingrédients que j'ai mentionnés avant. Vous avez la petite mémé qui est là avec sa canne, qui sort le soir pour récupérer un peu de fraîcheur. Pensez bien, Montpellier, eux, ils sont déjà à fond dans la canicule, donc on ne sort pas chez eux si on n'a pas un peu de fraîcheur. Vous avez les enfants qui jouent, vous avez la dame qui promène son chien, la mère des enfants est derrière, elle n'est pas sur la photo, elle est encore ailleurs. Et donc ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que tous les gens de toutes les générations, et notamment les plus fragiles, ceux qui souffrent le plus de la question des îlots de chaleur, qui sont les enfants, les femmes enceintes, les animaux, donc les chiens, les chats et les personnes âgées, peuvent tous bénéficier de ces petits instants et multipliés par les 365 jours par an. Je ne dis pas que les gens sortent tous les jours, mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous investissez dans, que sais-je, une médiathèque, une salle de musique actuelle, une piscine, c'est toutes des choses qui sont très bien. Hein. Simplement, ces choses demandent beaucoup de millions, demandent des investissements conséquents pour un usage qui sera au mieux d'une fois par mois, donc du coup 12 fois par an, ou bien une fois par semaine, 52 fois par an. Moi, je vous encourage très fortement, mais alors très fortement, à récupérer le plus possible vos investissements pour les endroits où les gens sont 365 fois par an, parce que c'est un facteur 10, un facteur 100 par rapport au facteur des endroits où on va de temps en temps.
Et évidemment, il faut trouver un équilibre. C'est important qu'on ait en ville aussi des équipements qui sont des équipements importants et des espaces publics plus importants. Mais faites juste attention à toujours vous focaliser. Est-ce que ma fréquence, comment dire, est-ce que mon investissement est juste par rapport à la fréquence d'utilisation que ces lieux vont générer et par rapport à est-ce que je donne finalement assez à mes concitoyens pour que leur vie au quotidien soit plus confortable, pour que leur vie au quotidien soit plus agréable et pour que leur vie au quotidien soit aussi plus fraîche. C'est peut-être pas encore une vraie question chez vous, mais je pense comme partout, vous aurez cette question qui se pose. Hein. Et du coup, je vais vite passer sur les leviers. On en parlera plus cet après-midi, notamment des carrefours vivants. Donc, du coup, vous pouvez passer vite les slides. Le premier slide concerne, enfin le premier levier concerne l'idée des ruisseaux de fraîcheur. Ça, c'est un levier qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. On disait tout à l'heure, ces 10 prochaines années sont cruciales. Moi, je travaille sur beaucoup de plans à 2050, c'est ma spécialité, entre autres, hein, c'est de réfléchir à 2050. En ce moment, je travaille sur le Grand Genève 2050. L'année dernière, j'étais dans le jury du comité scientifique pour le Luxembourg 2050. Je veux dire, je passe ma vie dans ce genre de comité. Et donc, la question, c'est... On n'a pas le temps d'ici 2050, vous le savez bien, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La question, c'est comment je peux capitaliser sur toute la fraîcheur dont je dispose déjà maintenant, tous les arbres matures qui sont déjà ici. Encore hier, j'en ai vu quelques-uns ici à Namur, hein, donc toutes les villes ont déjà des arbres. La question, c'est à quoi sert l'ombre? Aujourd'hui, la plupart du temps, l'ombre sert à faire circuler des voitures et à stationner des voitures. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ça qu'on pourrait faire de mieux avec les arbres dont on dispose déjà? Je ne vous parle pas d'arbres qu'il faudrait planter, qu'il faudrait attendre 30 ans pour qu'ils poussent. Je vous parle d'arbres qui sont déjà là. Partez à la conquête de l'existant. Partez à la conquête des arbres existants. Vous avez beaucoup d'arbres d'alignement sur vos grandes avenues. Vous avez beaucoup d'arbres qui sont sur des places qui servent aujourd'hui à du stationnement. Faites en sorte que ces arbres servent avant tout aux humains. Ça, je pense que c'est un premier point important. Un exemple ici des trémies Garibaldi à Lyon qui ont été complètement transformés. Vous pouvez passer les slides pour devenir tout à fait autre chose sur cet endroit qui est un endroit qui fait 2 km de large, qui était précédemment des voies rapides, hein, avec des trémies souterraines, qu'ils ont d'ailleurs récupérées pour mettre de l'eau, stocker de l'eau pour pouvoir arroser les plantes. Donc c'est un endroit intéressant qui comporte aussi des trucs de mobilité. Hein. Il y a des parkings en silo, il y a des tas de choses, mais c'est intéressant de voir que c'est vraiment devenu un axe important pour à la fois les cyclistes et les piétons, c'est mixte évidemment, avec aussi une petite bande ludique incorporée, je trouve intéressant, les enfants eux-mêmes peuvent détourner. Donc ça, c'est intéressant de voir que c'est possible. Je veux bien le deuxième... ce qui est intéressant dans ce deuxième levier, la deuxième peau des parcs, c'est l'idée qu'on peut travailler avec les parcs existants. Moi, je suis toujours en faveur, aujourd'hui d'autant plus, hein, dans une logique d'économie circulaire, de refabriquer la ville sur la ville. Vous avez déjà des parcs, je suis sûr que vous en avez des tas. Souvent, il y a 20 parcs, 10 parcs, 20, 30 parcs dans une ville, ça dépend un peu des villes. Quand vous avez autant de parcs, le problème général qu'on a dans les parcs, c'est que les gens sortent des parcs, les enfants pleurent, les gens sortent vraiment de mauvaise humeur, vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui leur a pris quoi? Ils sont dans un parc, ça se passe bien. Mais généralement, quand on sort du parc, on retombe dans cet océan motorisé, et sans transition, on sort dans un endroit très apaisé pour rentrer de nouveau dans un endroit très chaotique. Et donc l'idée de la deuxième peau, elle est de dire, on va un peu apaiser tout ça, on va récupérer les rues qui sont immédiatement proche du parc. Alors, on peut voir dans les slides suivantes ce que ça peut donner. Donc ici, un exemple, comment on peut aménager ce type d'entrée de parc. Vous voyez qu'il y a les barrières derrière. On peut faire en sorte que le parc sorte un peu dans la rue, mais vous pouvez passer encore. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est surtout les cartes pour la suite. Donc, quelques exemples d'aménagement qu'on peut faire. Mais regardez comment ça se passe quand on applique cette politique à l'échelle d'une ville. Ici, l'exemple de Nancy. Donc, les parcs existants sont ceux qui sont verts. Vous voyez qu'il y en a des grands, mais il y en a aussi des très petits. Ce qui est intéressant quand on dit qu'on va reconquérir, même si on a une politique un peu faible qui viserait à dire « je conquiers 5 minutes autour du parc », ça c'est ce qui apparaît en jaune, ou bien « je conquiers ce qui serait le standard EMS, 10 minutes autour du parc », ça c'est le standard recommandé par l'Organisation mondiale de la santé qui vous dit qu'il faut qu'on soit dans un environnement apaisé à 10 minutes de chez soi. Ben là, on voit qu'on arrive quand même à avoir déjà pratiquement la moitié de la ville qui est couverte par cette politique.
Et puis, ici, un autre exemple qui vient de Bordeaux, qui montre la même chose, mais différemment, en identifiant vraiment les rues, rue par rue, ce que ça représente. Alors, ce qui est intéressant dans ce slide, et ce qu'il faut comprendre qui est intéressant, c'est que si on s'attaque aux rues qui sont à 5 minutes du parc, on touche à 33% du réseau routier de cette métropole. Si on s'attaque à 10 minutes du parc, on va toucher à 60% du réseau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout enlever, qu'on va dire il n'y a plus de voitures là, etc. Mais on peut agir de façon différenciée, avec des zones de rencontre, avec des bandes centrales, avec des tas d'instruments qui sont intéressants, des carrefours vivants, qui vont nous permettre de changer globalement le vécu et changer surtout les liens entre les quartiers quand on applique cette politique. Merci. Je veux bien les bandes ludiques. Alors ça, c'est vraiment un truc essentiel en lien avec ce que j'ai dit avant sur comment on laisse nos enfants s'approprier mieux la ville. Je rappelle que les enfants sont des citoyens comme les autres. Hein. Ils sont nés, ils ont la nationalité belge, ils vont voter quand ils auront 18 ans. Ce sont des citoyens. Mais moi, je trouve que ce sont des citoyens de deuxième zone, voire même de troisième zone. On les enferme dans des places de jeu qui sont quand même un petit peu comme des prisons. On les enferme dans des écoles à triple tour comme des prisons. Et après, on leur dit « rentrez chez vous, c'est bien sympa, vous êtes bien, c'était sympa d'être passé ». Et puis après, on estime qu'à 18 ans, il faut qu'ils votent et qu'il faut qu'ils soient des beaux citoyens et puis qu'ils s'impliquent dans la vie. Mais s'ils n'ont même pas eu le temps de connaître leurs voisins, de grandir ensemble, de nouer des sociabilités. Comment voulez-vous qu'ils s'impliquent? Il y a un moment donné où on ne peut pas reprocher aux enfants d'être tout le temps le nez devant leurs écrans si on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent faire, qui est de courir librement dans la rue. Je veux dire, il y a un moment où il faut être cohérent. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Merci d'avancer. Du coup, on peut avoir des exemples. Ici, Copenhague, avec les bandes ludiques, ou l'Octopus, le Super Killel. Je suis aussi en faveur qu'on fasse des choses un peu plus vertes, évidemment. On peut avoir des espaces qui jouent plus sur ces deuxièmes pots des parcs ou autres. On peut avancer. Il y a des tas de trucs qu'on peut faire, des choses ludiques. Enfin, bref, on peut faire des choses très intéressantes, mais ce qui est important, c'est de garder en tête qu'on peut le faire. Et puis, de surtout récupérer tous les espaces existants pour pouvoir le faire. Je veux bien qu'on avance au 4e levier, qui sont les carrefours vivants. Ça, je ne m'attarde pas, parce qu'on va en reparler. Tous ceux qui veulent discuter de ces carrefours vivants, venez me voir cet après-midi dans l'atelier que j'anime, qui porte spécifiquement là-dessus. Je dis juste un message ici pour ceux qui sont élus. Quand vous êtes élu, quand vous êtes aux manettes des finances, s'il y a un truc qu'il faut investir, c'est les carrefours. Pour 2 raisons. Les carrefours, il y en a des centaines dans chaque ville. Donc quand on a une politique sur les carrefours, on agit partout. Donc c'est très démocratique et les carrefours, à chaque fois, touchent 2, 3, 4 quartiers. Je parle des carrefours un peu plus importants. Donc du coup, on arrive à améliorer la vie des gens sur 4 quartiers à la fois. Donc ces actions-là, hein, et on sait en plus que pour le vélo, c'est vraiment les points noirs qui comptent. On sait aussi que, notamment chez les publics fragiles, les femmes de 50 ans, les familles avec des enfants petits, si les carrefours ne sont pas aménagés correctement, d'une façon qui n'est pas seulement sécuritaire, mais qui doit aussi être vraiment très confortable et très fraîche, c'est ça qui fera le vrai changement. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Et passons direct au 5e levier, qui est celui des parkings. Et on va en discuter, on peut passer directement, sur la question de ces parkings, parce que ça, c'est hyper important que vous compreniez la logique de ce que j'ai maintenant appelé les parkings prévenants. C'est un tout nouvel outil que je viens d'inventer, si je peux dire. On peut peut-être passer 2, 3 exemples de Montréal. Ça s'inspire de Montréal, de Tulip, pour vous dire que ça existe. C'est pas que je l'ai inventé puis que le truc n'a pas de corps. Hein. Et puis, ça, c'est vraiment important pour une bonne raison. C'est qu'on a déjà beaucoup parlé de report modal et on a beaucoup parlé de comment les gens pourraient lâcher la voiture. Mais si vous ne vous adressez pas à eux directement, si vous ne parlez pas directement à vos automobilistes, comment voulez-vous qu'ils lâchent la voiture? Il y a un moment où il faut qu'on soit cohérent. On fait beaucoup de mesures qui sont des mesures qui facilitent la vie à nos cyclistes qui font déjà du vélo, à nos piétons qui marchent déjà. Évidemment, je suis en faveur, bien sûr. Hein. Mais si vous voulez avoir du report modal, il faut toucher les gens dès qu'ils sortent de la voiture. Le premier pas en dehors de la voiture doit être beaucoup plus confortable que ce qu'il n'est aujourd'hui. Vous voyez bien aujourd'hui avec nos parkings coin à pisse, là, nos parkings mal fagotés, mal aménagés, dans lesquels dès qu'on est piéton, on ne sait plus retrouver la bagnole. Tout ça, ça ne va pas.
Et il y a aussi la question de comment est l'espace autour des parkings. Moi, je vous mets au défi de trouver une ville où cet espace est vraiment bien aménagé. D'ailleurs, je dois vous féliciter parce que vous avez fait un travail magistral avec cet enjambé là, où enfin, je vois un parking qui là, pour le coup, quand on sort du parking, on est vraiment en ville, on se sent vraiment dans un endroit intéressant. Donc ça, c'est à faciliter, je dirais, ce type d'approche. Et donc, je vous encourage beaucoup à le faire. Je vais du coup m'arrêter ici. J'espère que ça vous inspire et que vous aurez trouvé des leviers concrets pour pouvoir avancer dans votre travail. Je vous laisse avec ce message qui me semble important, c'est qu'on doit vraiment inverser la règle de Pareto. Aujourd'hui, on est dans une logique où on a à peine 10%, 15%, peut-être 20% dans des villes très avancées comme Copenhague, de villes relationnelles. Et la proportion de villes fonctionnelles, elle frise ou elle dépasse les 80%, parfois les 90%. Donc s'il y a une chose qu'il faut accélérer aujourd'hui, c'est cette transformation vers la ville relationnelle. Il faut faire feu de tout bois, il faut trouver partout là où vous le pouvez, dans tous les endroits où ça peut faire la différence au quotidien des gens, transformer, faire monter la sauce de cette ville relationnelle et faire en sorte qu'on puisse, pendant les 10 ans qui viennent, là, la mandature encore en cours, plus la mandature suivante, à vraiment faire ce changement, opérer ce changement pour qu'on puisse rattraper le temps perdu de ce siècle-ci, et c'est pas que cette mandature-ci, mais c'est carrément du siècle, quoi, et qu'on puisse avancer vraiment très fortement vers, je dirais, une inversion globale de cette équation pour qu'on commence à avoir des villes qui sont à 80%, à 90% relationnelles d'ici 2050. Ça, ce serait mon message. Je vous encourage à œuvrer dans ce sens, dans évidemment tous vos champs de compétences. Et puis voilà, donc merci beaucoup. J'espère que ça vous inspire. Merci. Merci.